Dans l'actualité ce soir, nouvelle profanation du cimetière militaire Notre-Dame de Lorette près d'Arras. 500 tombes du carré musulman et une quinzaine de tombes israélites ont été souillées par des inscriptions racistes. C'est la troisième fois en 3 ans. Troisième journée de manifestations et de violence en Grèce. Des voitures et des commerces ont été brûlés ou saccagés. Un commissariat a été attaqué. Nous serons en direct d'Athènes. La crise financière, les banques françaises aidées par l'État ont-elles oui ou non rouvert le robinet à crédit? Élément de réponse ce soir en exclusivité. Nous découvrirons le premier bilan du médiateur du crédit, René Ricol, qui sera avec nous en direct. Bonsoir et à tout à l'heure. Il est parfois décrit comme le chouchou de l'Elysée. Xavier Bertrand, 43 ans, a été nommé à la tête de l'UMP. Il devrait quitter le gouvernement le mois prochain. Le retour en grâce de la séparation entre garçons et filles à l'école. Sur la foi d'une étude, la Grande-Bretagne se prononce contre la mixité pour améliorer les résultats. C'est le dossier de cette édition. Enfin, problème de vue, insuffisance cardiaque ou antidépresseur. On verra qu'1 million de personnes seraient inaptes à la conduite en France. Le secret médical s'oppose, semble-t-il, en la matière, à la sécurité routière. Bonsoir et bienvenue à tous. Des croix gammées, des insultes racistes, l'indignation est générale ce soir après cette nouvelle profanation la nuit dernière du cimetière militaire de la région d'Arras. Les dégradations ont été découvertes ce matin, ça n'est pas la première fois et il faut savoir que la justice a déjà sévi. Sur place, Elsa Palot, Dominique Mas. Des croix gammées, une affichette aux propos racistes et des injures à l'encontre de Rachida Dati. Près de 500 tombes ont ainsi été profanées cette nuit dans le cimetière militaire de Notre-Dame de Lorette. La cible, le carré musulman en pleine fête de l'Aïd el-Kébir et quelques dizaines de tombes israélites. Une opération manifestement bien préparée, malgré une surveillance du site. On avait une patrouille qui est passée dans le courant de la nuit et il y avait un brouillard très épais. Donc quand ils sont passés, ils n'ont rien vu de particulier, pas de véhicule suspect, rien de particulier. Une patrouille de surveillance, car c'est la 3e fois que ce carré musulman est profané en moins de 2 ans. Dans les précédentes affaires, 2 hommes avaient été condamnés, 2 autres placés sous contrôle judiciaire. Mais aujourd'hui, face à un mode opératoire assez semblable, certains s'indignent et affirment que l'État ne fait pas assez. Moi je dis que c'est trop. C'est trop. Alors que nos hommes de pouvoir, qu'ils arrivent à nous faire quelque chose, soit des vidéos, soit de la guerre en permanence, mais qu'on fait quelque chose. Il y a 1001 façons de protéger le site. Quand on veut, on y arrive. C'est parce que jusqu'à maintenant, on pensait que ces actes peut-être ils cessent avec le temps, mais non. Face à cette colère, le secrétaire d'État aux anciens combattants a assuré que des moyens de protection allaient être mis en place dès que possible. Mais en attendant, l'enquête s'annonce difficile et ce soir, la recherche d'indices sur place est loin d'être terminée. Autre titre de l'actualité, je vous le disais, les troubles qui continuent aujourd'hui encore en Grèce, scènes de guérilla urbaine à Athènes, à Salonique et ailleurs. Elles font suite, vous le savez, à cette bavure policière qui a coûté la vie à un adolescent de 15 ans et elles sont en train de tourner à la crise politique. Les dernières images commentées par Bernard Lebrun. Les rues de Grèce ce lundi ressemblaient à cela, un face-à-face, étudiants alignés derrière des bâtons contre police anti-émeute armée. Et l'on ne se fait pas de cadeaux. Au 3e jour des incidents, les positions se radicalisent. Tout a commencé ici, samedi soir, lieu de la mort d'un collégien. Tôt ce matin, dans le centre de la capitale, lycéens et étudiants se sont regroupés pour rendre hommage à Alexis. Alexandros Grigoropoulos avait 15 ans. Il a été abattu samedi soir par les balles d'un policier lors d'une manifestation. Dans une annonce solennelle à la télévision, le Premier ministre de centre droit, Kostas Karamanlis, a annoncé l'arrestation pour homicide volontaire du policier. Mais rien n'y fait. Dès cet après-midi, devant le Parlement à Athènes, les échauffourées ont repris de plus belle entre les étudiants les plus politisés, parfois débordés par de jeunes casseurs autonomes, et les forces de l'ordre. À Salonique, seconde ville du pays, les étudiants ont attaqué un commissariat et blessé un policier. Le mouvement ne cesse de s'étendre. Après Athènes et Salonique ce week-end, les étudiants de Patras et même ceux de l'île de Rhodes se sont soulevés. En Europe, les jeunes extrémistes de l'importante diaspora grecque ont attaqué les représentations, comme ici à Londres, ou encore à Berlin, où ils occupent le consulat. Ce soir,
À Athènes, dès la dissolution de la grande manifestation de la journée, les violences ont repris. Et à l'instant, nous apprenons qu'une annexe du ministère des Affaires étrangères est en flammes et que la télévision nationale grecque, chose rare, a suspendu tous ses programmes. Les émeutes tournent à la crise politique majeure. Opposition et syndicats appellent ce mercredi à la grève générale. Alors on fait un point tout de suite avec Alexia Kefalas sur place. Bonsoir Alexia, vous êtes en direct d'Athènes. Les incidents sont apparemment en train de prendre une toute autre ampleur. Effectivement, les choses s'enveniment, elles sont plutôt assez graves maintenant dans le centre d'Athènes. Des hélicoptères tournent tout autour du centre. Un énorme nuage de fumée noire s'est emparé de la ville. Les manifestants sont de plus en plus violents. Ils bloquent les cars de pompiers qui ne peuvent pas venir tout simplement éteindre les feux. Et depuis la tombée de la nuit, les choses vont de mal en pis malheureusement et la nuit va être assez longue. Alexia, est-ce une flambée de colère liée à la bavure ou est-ce que ces événements révèlent un malaise plus profond? La bavure a été le véritable détonateur d'une société qui va mal, d'une jeunesse qui se porte plutôt mal, qui n'a plus de repères à l'heure actuelle en Grèce. Cette jeunesse qu'on appelle une jeunesse de 600 € qui est le salaire minimum parce qu'il y a le plus fort taux de chômage des jeunes en Grèce et elle n'a plus de repères. Il n'y a plus d'État protecteur depuis les incendies ravageurs de 2007. Il n'y a plus de mécanisme étatique et des scandales qui s'accumulent, bien entendu, avec les fonds européens d'une part, mais un système social qui ne va plus, les prisons, les immigrés et bien entendu la liste est longue. On aura l'occasion d'en reparler. Alexia Kefalas en direct d'Athènes, merci à vous. Et nous vous retrouvons éventuellement d'ici à la fin de ce journal pour faire un dernier point sur ces événements en Grèce qui sont donc en train de dégénérer. Dans l'actualité également, la crise de la dioxine dans la viande de porc en Irlande. Premier élément ce soir, les autorités ont fait savoir que 1600 tonnes de porc irlandais ont été importées en France ces 2 derniers mois. Des autorités françaises qui souhaitent par ailleurs rassurer les consommateurs. Les doses de dioxine contenues sont apparemment beaucoup trop faibles pour avoir un effet sur la santé. Jean-François Firet, Tristan Lebras. La contamination serait partie d'ici, de cette usine de retraitement alimentaire du comté de Carlow, à 80 km au sud de Dublin. La nourriture polluée à la dioxine a touché avec certitude 9 élevages, déjà fermés. Les autres, près de 500, ne sont pas à risque, précisent les autorités irlandaises. Mais les viandes de porc sous toutes ses formes ont préventivement été retirées de la vente. Une catastrophe économique pour les producteurs. Une mesure appropriée selon Bruxelles, qui invite à la plus grande prudence. Tous les membres de l'Union qui ont des produits d'origine irlandaise sont invités à les bloquer et à les contrôler pour vérifier la possible présence de PCB et de dioxines. 12 pays européens sont concernés, notamment le Royaume-Uni, le premier acheteur de porc irlandais au monde. 4 pays d'Asie ont pris une mesure plus radicale, la suspension pure et simple des importations. La France se veut quant à elle rassurante. Moins de 1% de la viande de porc dans nos assiettes provient d'Irlande. C'est trop peu pour être dangereux. Sur une exposition qui est de courte durée, il n'y a pas de risque lié à la consommation de ce porc, si tant est qu'il soit encore sur les étals. La dioxine, c'est d'abord le scandale de l'usine Seveso en Italie. Elle peut être dangereuse pour la santé, mais uniquement si elle est administrée à très forte dose, comme par exemple Viktor Yushchenko, empoisonné en 2004. Rien à voir avec ces traces relevées dans la mozzarella originaire de Naples en mars dernier. Le lait était contaminé, aucun problème de santé n'a été signalé. Bonsoir Maryse Burgot, vous êtes en direct à Londres. Une question demeure quand même. D'où vient cette dioxine contenue dans la viande de porc? Quelle est son origine? Est-ce qu'on le sait? Alors une chose est sûre, ce soir, les enquêteurs irlandais orientent leur enquête vers les producteurs d'aliments pour porc. Une usine est même plus particulièrement visée dans le sud-ouest de l'Irlande. Alors plusieurs hypothèses, mais il y en a une qui revient assez souvent ce soir. La contamination pourrait s'expliquer par l'utilisation d'une huile industrielle. Cette huile industrielle sert normalement à graisser les machines qui conditionnent l'alimentation pour porc. On ne sait pas trop comment cette huile se serait retrouvée à l'intérieur même de ces aliments pour porc. Maryse, est-ce qu'il y a de l'affolement ou de l'inquiétude en Irlande?
Vous savez, la filière porcine en Irlande, c'est 6 000 emplois. Les fermiers sont donc très inquiets. À l'époque de Noël, le plat traditionnel en Irlande, c'est la dinde de Noël, mais c'est aussi le gammon. C'est une cuisse de jambon cuit. Évidemment, ce plat se vendra bien sûr beaucoup plus difficilement cette année. Merci Maryse. On en vient à la crise et à ses conséquences. Première image, l'arrêt de la production à l'usine PSA Peugeot Citroën à Sochaux. C'est la plus grande de France, 12 500 salariés. Et elle ferme ses portes pour 1 mois. Pas de perte de salaire pour les ouvriers, mais les primes seront réduites et des jours de congé ou de RTT seront perdus. D'autres mesures de chômage technique sont en cours un peu partout en France, vous le savez, dans ce secteur de l'automobile. Alors une question ce soir. Vous vous souvenez sans doute qu'avec la crise financière, les banques françaises avaient brusquement restreint le robinet à crédit. Des entreprises se sont trouvées prises à la gorge, on en avait parlé ici même. Depuis, les banques ont été soutenues par un plan de garantie de l'État. Alors ont-elles repris le chemin du financement de l'économie? Eh bien ce soir nous livrons les premiers chiffres révélés par le médiateur du crédit nommé pour régler les cas les plus urgents. Il s'agit de René Ricol qui est en direct avec nous. Merci d'avoir accepté notre invitation. D'abord voici ces éléments de réponse. Sophie Brune, Alain Locasio. Diffuser des magazines gratuits, c'est l'activité principale de cette entreprise qui emploie une centaine de salariés. Avec plus de 5000 points de distribution en France, c'est aujourd'hui le leader sur ce marché. On les diffuse dans des points à très fort passage ou à très forte image, comme les golfs, 300 golfs en France, des brasseries ou des restaurants, des parkings, plusieurs marques en France dans les principales villes, et dans des lieux de culture comme Virgin. En septembre dernier, l'entreprise aurait dû être rachetée par un partenaire. Mais à cause de la crise, l'acheteur se désiste. Un coup dur pour ce chef d'entreprise qui est alors aussi lâché par sa banque. La banque me dit tout simplement qu'elle ne veut plus travailler avec moi et qu'elle dénonce mes encours. Elle me demande de rembourser tous mes emprunts, tous mes crédits sous une échéance de 2 mois. La banque justifie cette décision en fin de compte en disant qu'on est à risque et que pour l'année 2009, ils doivent être les premiers de la classe. Et que pour être les premiers de la classe, il faut éliminer en 2008 tous les éléments de risque. La société se tourne alors vers le médiateur du crédit qui fait pression sur l'établissement financier. Avec un résultat positif, tous les emprunts sont finalement maintenus. Mais ce patron est toujours en colère contre les banques. Elles sont responsables de la crise, elles devraient investir, elles devraient d'elles-mêmes faire contrebalance. Quand on fait une connerie, on assume ses conneries. Depuis sa nomination, le médiateur du crédit a reçu de nombreuses demandes similaires, surtout de la part d'entreprises de moins de 10 salariés. Selon nos informations, 1955 dossiers ont été reçus, 470 ont déjà été traités et 62% d'entre eux ont eu une issue favorable. En un mois, 291 entreprises ont donc retrouvé un financement. Voilà, 62% des dossiers ont eu une issue favorable. René Ricol, vous êtes donc le médiateur du crédit. Est-ce que selon vous les banques restent frileuses aujourd'hui ou est-ce que ça y est, le robinet à crédit est rouvert? Écoutez, tout ce qu'on peut dire, c'est que les banques ont rouvert le dossier du crédit. Je crois que ce qui s'est produit pour cette entreprise ne se produira plus. Les banques ont pris l'engagement de maintenir pour toutes les entreprises à la fois l'enveloppe globale des encours. Ils sont prêts également à financer des projets nouveaux. Et puis elles ont pris un autre engagement, c'est quand elles maintiennent les encours, elles ne demandent pas d'augmentation de garantie personnelle. C'est donc une mesure assez spectaculaire qu'elles ont prise et elles respectent le jeu. Mais René Ricol, la frilosité c'est vraiment fini parce qu'on entend aussi des entreprises qui disent on a du mal toujours aujourd'hui à avoir nos crédits. Écoutez, les banques ont sûrement mis un plan qui a duré quelques mois pour la mise en place, pour restreindre les crédits. Il faut leur laisser encore 1 mois pour finir de rouvrir les robinets. Mais je pense que vraiment nous sommes dans un changement d'atmosphère, un changement d'état d'esprit. Et tous les dossiers qu'on voit, la vitesse avec laquelle on les règle, permettent de penser qu'on est rentré dans une ère nouvelle où les banquiers sont conscients de leurs responsabilités, savent qu'ils doivent soutenir, savent qu'ils ont été soutenus eux-mêmes pour soutenir l'économie. Ils ont l'air de vouloir vraiment rentrer dans un jeu nouveau, plus solidaire et plus rassurant pour les entreprises. Bon, jusque-là, les banquiers étaient tout puissants. Vous avez parlé directement, vous avez même menacé les banques qui seraient trop prudentes de les dénoncer publiquement. Est-ce que vous avez eu à user de cette menace pour convaincre un certain nombre d'entre elles ou pas? Alors, les dénoncer publiquement, jamais. Mais informer le président de la République, ce que je fais chaque semaine, certainement. Je remets chaque semaine un rapport au président de la République très complet sur l'ensemble des dossiers que nous avons, les dysfonctionnements qu'on constate. Et le rapport que je lui ai remis vendredi soir faisait état d'une nette amélioration des choses. Est-ce que pour vous, le plus dur est passé pour les entreprises en matière de besoin de financement
ou est-ce qu'au contraire il est à venir? Écoutez, avec la crise qui se prépare, vous avez vu que le gouvernement fait un plan majeur d'anticipation. Ce qu'on voit venir, c'est des dossiers plus complexes dans lesquels il faudra à la fois que les banques acceptent de prendre plus de risques, puisque c'est bien ça l'enjeu, et en même temps qu'on trouve, pour certaines entreprises les plus importantes, des solutions structurelles de financement, voire de recapitalisation. Donc on va rentrer probablement en janvier-février dans des situations un peu plus complexes. Pour autant, on arrive à régler les dossiers et je suis assez confiant. Voilà, tout n'est pas réglé encore. Loin de là pour les entreprises. René Ricol, merci d'avoir été en direct avec nous. Merci. L'actualité judiciaire, une enseignante agressée en cours a fait condamner l'État, on en avait beaucoup parlé. Karine Montet-Toutain, professeure d'art plastique, avait été poignardée par l'un de ses élèves de seconde. Elle avait attaqué l'État pour défaut de protection. Elle a donc obtenu gain de cause et recevra 15 000 € au titre du préjudice moral. Jérôme Bermin, Mathieu Régnier. Elle a fait condamner l'État, son employeur, 15 000 € au titre du préjudice moral. Karine Montet-Toutain, cette professeure d'art plastique agressée en plein cours en décembre 2005, poignardée à 7 reprises par un élève de 18 ans. La raison retenue par le tribunal administratif, la collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages. Une loi vieille de 25 ans, mais peu appliquée. À partir du moment où les faits incriminés se sont déroulés dans l'établissement scolaire ou à l'occasion de l'exercice des fonctions auxquelles l'enseignant ou le fonctionnaire est affecté, eh bien la responsabilité de l'État est encourue. Avant son agression, Karine Montet-Toutain avait prévenu à de multiples reprises sa hiérarchie des menaces dont elle était l'objet. Mais pour l'éducation nationale, cela n'a eu aucun impact sur la décision. C'est une décision tout à fait naturelle qui ne vaut en rien jugement sur la responsabilité de qui que ce soit. Karine Montet-Toutain n'a pas encore tiré un trait sur cette affaire. Son agresseur, condamné à 13 ans de prison, a fait appel. Le procès se déroulera fin janvier. On reste à l'école avec, je vous le disais, le grand retour de l'idée de séparation entre garçons et filles. Cela se passe en Grande-Bretagne. La ministre de l'Éducation s'est prononcée en faveur de la non-mixité. Une étude montrerait en effet qu'elle serait profitable aux collégiennes et aux lycéennes. Plusieurs établissements ont déjà modifié leur organisation. C'est le dossier de cette édition. Il est signé Maryse Burgot, Laurent Desbois. C'est l'une des plus anciennes écoles de jeunes filles d'Angleterre, une institution privée et très chère, 10 000 € par élève et par trimestre. Uniforme et jupe au-dessous du genou, obligatoire. Les garçons nous manquent un peu. Vous ne trouvez pas qu'on a l'air désespéré? Mais ça va quand même. Une école de filles, mais certainement pas pour apprendre la couture. Mathématiques, physique, chimie, des matières dans lesquelles ces jeunes filles ont des résultats au-dessus des moyennes nationales britanniques. Question de concentration, paraît-il. C'est plus facile sans les garçons. Vous pouvez aller à l'école sans vous brosser les cheveux, peu importe votre look. Madame la proviseure en est convaincue, les filles ont tout à gagner dans un enseignement non mixte. La ministre britannique en charge des écoles encourage elle aussi cette séparation, notamment pour les matières scientifiques. Quand vous enseignez les maths aux filles, elles ont besoin de beaucoup d'exemples, elles ont besoin d'imaginer la situation, d'avoir des exemples réels. Les garçons plongent directement dans les chiffres. Voilà qui va beaucoup déplaire aux neurobiologistes les plus compétents. Selon eux, le cerveau des filles est aussi apte à faire des maths que celui des garçons. Un point, c'est tout. Pourtant, même dans cette école publique de l'Est de l'Angleterre, le proviseur a lui aussi décidé de séparer filles et garçons pour certains cours. Voilà entre autres pourquoi. Arrête. Tu ne m'impressionnes pas. Ben, sors d'ici tout de suite. Cette professeure de français a bien du mal à s'en sortir, l'insolence des garçons suscitant le ricanement des filles. Le cours de sciences est en revanche beaucoup plus calme. Il n'y a que des garçons. L'enseignante est détendue et convaincue. Je ne suis pas convaincue pour les écoles totalement unisexes. Cela empêche l'interaction entre garçons et filles. Mais pour certains cours, en revanche, c'est très bien. Cela donne aux uns et aux autres plus de liberté pour s'exprimer.
Retour dans notre institution de filles, Victoire retrouve sa mère à la sortie des cours. Oh, there you are. I wasn't sure where you'd gone. Cette Britannique est convaincue d'avoir choisi la meilleure école pour sa fille. Et elle n'accepte pas l'idée que les écoles non mixtes prépareraient mal à la réalité de la vie d'adulte. Ma fille voit des garçons en dehors de l'école, des amis de la famille. Ce n'est pas un environnement clos 24 heures sur 24, tous les jours de la semaine. Cette maman sera sans doute contrariée par les résultats d'une étude toute récente. En Grande-Bretagne, les filles et garçons éduqués séparément divorcent 2 fois plus que les autres. Il est 20h19. À suivre, bon sang ne saurait mentir. Aux États-Unis, Caroline Kennedy, la fille du président assassiné, est pressentie pour succéder à Hillary Clinton comme sénatrice de New York. Il est devenu aujourd'hui le nouveau patron de l'UMP. Xavier Bertrand, 43 ans, remplace Patrick Devedjian et devrait donc quitter son ministère le mois prochain. Et puis, il y a trop d'accouchements par césarienne injustifiés en France, par commodité ou par intérêt. Certaines cliniques abusent. Le détail dans un instant. Mais d'abord, ce chiffre qui surprend et qui peut effrayer. 1 million de personnes seraient inaptes à la conduite, ce qui ne les empêche pas de prendre le volant. Il s'agirait de personnes âgées, invalides, de patients sous psychotropes ou dont la vue baisse. Problème, les médecins détectent ces insuffisances, mais le secret médical les empêche d'agir. Le journal Le Figaro révèle que le Conseil de l'Ordre réfléchit à un compromis. François-Julien Piednoir, Delphine Paric-Miller. Je suis titulaire du permis de conduire depuis des années. Je souffre de problèmes cardiaques, je suis aussi sous psychotropes et ma vision ne dépasse pas les 2/10. Et pourtant, je me rends chez mon médecin en voiture. Il y a un problème, docteur. Il est évident que je vais vous dire qu'il n'est pas raisonnable de le faire, qu'aujourd'hui je n'ai pas d'autre moyen de vous dissuader de conduire, même si j'ai repéré que vous êtes à risque de malaise, que vous prenez des médicaments qui risquent de vous faire dormir. Il n'y a pas de certificat obligatoire qui fasse qu'au fond on ait le pouvoir ou pas de dire vous pouvez ou vous ne pouvez pas conduire. Car le secret médical et le respect des libertés individuelles interdisent de faire remonter les informations sur la santé. En France, 1 million de personnes seraient inaptes à la conduite, un facteur d'accident. J'ai un père, oui, qui a 88 ans, oui, qui continue malheureusement à conduire. Grand-père d'une amie, oui, qui ne peut plus tourner le cou, qui fait ses marches arrière au rétro. L'Ordre des médecins réfléchit donc à une procédure pour contourner le secret médical. Le patient remplit un questionnaire évoquant ses pathologies. Son médecin l'envoie alors en consultation auprès d'un collège d'autres médecins en préfecture. Une bonne initiative selon la prévention routière qui garde de mauvais souvenirs d'un précédent projet. Un contrôle médical obligatoire pour les personnes âgées, mais l'idée avait été enterrée. Il ne faut pas stigmatiser les personnes âgées. Ce sont des usagers vulnérables, certes, hein, mais ils conduisent souvent mieux que beaucoup d'autres usagers de la route. Mais le problème de santé et de conduite automobile concerne tous les conducteurs, sans exception, y compris les jeunes quand ils roulent sur des mobylettes. En Italie, en Espagne ou ici aux Pays-Bas, un contrôle médical est obligatoire à partir de 70 ans pour conserver son permis et donner un coup de frein aux accidents de la route. Toujours à propos de transport, un TGV dernier cri a été testé la nuit dernière sur la ligne Paris-Strasbourg, celle du TGV Est. Ce pourrait être le train de demain. Toutes les roues sont motrices et il n'y a plus de locomotive à l'avant et à l'arrière. À bord, reportage Valérie Lerouge, Francis Forget. Quai désert et brouillard étrange cette nuit en gare de Champagne-Ardenne et un invité mystère. Un train du 3e type fait l'objet de toutes les attentions. 60 ingénieurs y installent des capteurs en attendant le passage du dernier TGV. Peu avant minuit, la voie est libre. Et tout le monde est prêt, donc on peut y aller. Départ, terminé. Dans la cabine, 3 conducteurs qui amènent le train vers les 360 km/h promis dans un poste de pilotage totalement repensé. C'est un nouveau poste de conduite un peu plus dépouillé. Et puis bon, c'est toujours excitant de conduire quelque chose de neuf. Hein. Le vrai changement est mécanique. Aujourd'hui, la rame est tractée par une motrice. Dans la GV, elle laisse place à une voiture passager et les bogies moteurs sont réparties entre les wagons pour plus d'efficacité. Les laboratoires embarqués enregistrent tout, vibrations, bruit, température au freinage. Première conclusion satisfaisante, même si quelques modifications s'imposent déjà. Il y a un compromis à trouver
entre la stabilité des bogies qui nécessitent des amortisseurs très solides et le confort vibratoire. Donc ça, on va le régler. Il y a la climatisation qui doit également faire l'objet d'ajustements. Les premiers à profiter de la GV seront les Italiens fin 2010. En France, ce sera au plus tôt en 2014 si la SNCF l'achète. L'actualité à l'étranger avec peut-être la suite de la saga des Kennedy aux États-Unis. Caroline Kennedy, 51 ans, la fille du président assassiné, a été sollicitée pour succéder à Hillary Clinton comme sénatrice de New York. Hillary Clinton, vous le savez, doit laisser son siège pour devenir secrétaire d'État de Barack Obama. Sama Soula. Caroline Kennedy, la plus grande complice de son président de père, avait juré de ne jamais se lancer en politique. Elle n'a que 6 ans lorsque son père est assassiné. 45 ans après, la promesse semble avoir fait long feu. Je suis ici ce soir pour rendre hommage à 2 hommes qui ont changé ma vie et le destin de ce pays. Barack Obama et mon oncle Ted Kennedy. Cette fois, Caroline Kennedy ne se contente pas d'apporter son soutien à Barack Obama. Elle se lance dans la course pour succéder à Hillary Clinton au poste de sénateur de New York. C'est le cancer très avancé de son oncle Ted, sénateur, qui l'aurait convaincu de reprendre le flambeau familial. Voici le seul commentaire soutiré hier à Barack Obama sur cette candidature surprise. Caroline Kennedy est devenue une de mes amies les plus chères. Elle est une merveilleuse américaine et une merveilleuse personne. Sénateur de New York, c'est le poste qu'occupe l'autre oncle de Caroline, Robert, en 1968, lorsqu'il est assassiné en pleine campagne électorale. Après la mort de son frère John dans un accident d'avion, Caroline Kennedy est à 51 ans, le seul enfant encore en vie du couple Jackie et John Kennedy. Il appartient désormais au gouverneur de New York de la nommer ou non sénateur et de perpétuer la légende du clan. À l'étranger encore et en bref, l'impunité des talibans au Pakistan. Près de la ville de Peshawar, des insurgés ont mené une opération d'une grande audace. Ils ont incendié une centaine de véhicules de l'OTAN, dont 50 camions servant à approvisionner les troupes étrangères en Afghanistan. Au Pakistan toujours, 16 personnes ont été arrêtées suite à l'attentat de Bombay en Inde. Elles sont membres du groupe islamiste accusé directement par New Delhi. Parmi ces personnes, l'un des chefs de l'organisation. Il est soupçonné d'être le planificateur des attentats. Et puis le procès du 11 septembre 2001 à Guantanamo. Pour la première fois, le cerveau présumé des attentats, Khaled Sheikh Mohammed, dont on a aperçu la photo, comparaît face à des familles de victimes qui ont fait le déplacement. Il pourrait décider de plaider coupable. Le 60e anniversaire de la Déclaration des droits de l'homme, elle a été proclamée en 1948. À cette occasion, Nicolas Sarkozy participait à une cérémonie à Paris. Il s'est prononcé sur quelques dossiers du moment, en particulier celui du Zimbabwe, touché par la famine et le choléra. On en a parlé ici même. Pour lui, le président Mugabe doit partir. On l'écoute. Je dis aujourd'hui que le président Mugabe doit partir. Que le Zimbabwe a suffisamment souffert, que toutes les discussions ont été engagées et hommage soit rendu à l'Afrique du Sud et au président Mbeki. Mais il est un moment où quand un dictateur ne veut pas entendre, ne veut pas comprendre, alors j'entends moi-même que les chefs d'État et de gouvernement doivent cesser de discuter. Oui, Gordon Brown avait déjà demandé ce départ. L'Union européenne va durcir ses sanctions contre le régime. Voilà qui nous amène à la politique. Il est parfois décrit comme le chouchou de l'Élysée. Xavier Bertrand, 43 ans, actuellement ministre du Travail, a été nommé aujourd'hui à la tête de l'UMP en remplacement de Patrick Devedjian. Il devrait donc quitter le gouvernement le mois prochain. Alix Bouillaguet, Bruno Vignet. Ce matin, dans son fief de Saint-Quentin dans l'Aisne, à quel Xavier Bertrand avait-on affaire? Quant à votre nomination, je vous pose quand même la question à la tête. C'est bien le ministre du Travail qui vous répond, voilà. Et concernant votre profil bas affiché, et pourtant, ce poste de secrétaire général de l'UMP, il en rêvait, lui, l'ancien agent d'assurance, adjoint à la mairie de Saint-Quentin en 95. Avoir des loisirs totalement gratuits. 2004, il est repéré par Alain Juppé. Secrétaire d'État à l'assurance maladie puis ministre de la Santé, sa marque de fabrique, faire des réformes. Quand on manie des explosifs, il ne faut pas trembler. Nous ne tremblons pas.
Et Xavier Bertrand n'a décidément peur de rien. Quelques mois avant la présidentielle, il prend le train en marche et rallie Nicolas Sarkozy. Son ascension politique a été souvent la conséquence de certaines infidélités. Chiracien convaincu, Juppéiste convaincu. Ministre du Travail. En juin 2007, le voilà propulsé ministre du Travail. Et grand travailleur, il l'est à quelques siestes près, sans jamais perdre de vue l'essentiel. C'est quelqu'un qui est immensément ambitieux, hein. Il ne faut pas se fier aux apparences, il ne faut pas se fier à son côté rond, bonhomme, etc. Le gentil Xavier Bertrand, c'est quelqu'un qui sait depuis très longtemps où il va, c'est quelqu'un qui voulait prendre les clés du parti, parce que c'est quelqu'un qui pense déjà à l'élection présidentielle. À 43 ans, ce père de 3 enfants suit scrupuleusement les pas du président Sarkozy, comme s'il voulait découvrir au plus vite les secrets de la fonction. Deux informations économiques en bref. D'abord, sitôt présenté, sitôt oublié, le sénateur UMP Philippe Marini a retiré son amendement qui prévoyait de permettre aux particuliers de déduire de leurs impôts certaines pertes boursières. On en parlait hier soir. Et puis la bourse, justement, qui continue son yo-yo. Toutes les places européennes ont flambé aujourd'hui. Paris a gagné 8,7%. Les musulmans du monde entier ont célébré aujourd'hui l'Aïd el-Kébir, la fête du sacrifice en mémoire d'Abraham, est aussi une journée de prière. La France, il faut le savoir, devrait voir s'accélérer dans les années à venir la construction de mosquées dans les grandes villes. Pendant longtemps, elles ont fait peur. Aujourd'hui, ces lieux de culte sont, semble-t-il, en voie de banalisation. Reportage à Créteil, Nabila Tabouri, David Fossard. Créteil, son église, sa synagogue et désormais sa mosquée flambant neuve. Pour l'Aïd el-Kébir, fête la plus importante du calendrier musulman, pas moins de 7000 personnes venues de tout le département. La foi déplace les fidèles et les appareils photos pour le souvenir. Et parmi les croyants, le sentiment d'avoir enfin un lieu de culte digne de ce nom. C'est la concrétisation de beaucoup de choses, hein. Ça permet donc aux musulmans d'avoir un lieu de prière, d'être reconnus par rapport à la société, par rapport aux administrations. Il y a un seul lieu pour tout le monde, pour les jeunes et pour tout le monde. Et ça n'a pas de prix. C'est la preuve de la mixité, de la tolérance et la bonne image de l'islam. 4000 personnes à l'intérieur. Et à l'extérieur, des milliers d'hommes et de femmes côte à côte pour la prière. Volonté d'abord communautaire, la mosquée est sortie de terre grâce à l'implication du maire de Créteil. 5 ans ont suffi pour réaliser le projet et convaincre les plus réticents, mais au début, ce n'était pas gagné. Il y a parmi la population des gens qui font l'amalgame entre l'islam et la violence, l'islam et le terrorisme, qui acceptent difficilement les différences. Donc c'est tout ce débat qu'il a fallu mener au nom de la République, au nom des valeurs de fraternité, mais aussi d'égalité. Avant l'ouverture de la mosquée, les fidèles musulmans, estimés à 18 000, priaient dans des immeubles d'habitation comme celui-ci, dans des locaux exigus et inadaptés. Des conditions qui ont aussi permis de convaincre les riverains. Quand vous voyez les gens du culte musulman faire leurs prières en plein air, dans des conditions précaires, j'ai trouvé que c'était une bonne occasion pour eux de pratiquer leur religion dans de bonnes conditions. Moi, je la vois de ma fenêtre, j'habite là en plus. Et ce matin, quand je l'ai vu, avec les lumières et tout, ça me fait penser un peu à Sherazade, les Mille et une Nuits. La mosquée de Créteil aura coûté 5 millions d'euros, dont 3,5 millions financés par les dons des fidèles. Comme une église ou une synagogue, cette nouvelle mosquée se fond désormais dans le paysage de nos cités. La santé, trop d'accouchements par césarienne sont injustifiés en France. La Fédération hospitalière révèle, étude à l'appui, que leur nombre aurait doublé en 20 ans. Surtout, de très gros écarts sont constatés d'un établissement à l'autre. Les cliniques privées, notamment, sont montrées du doigt. Anne Guéry, Jean-Jacques Le Garec. 840 accouchements l'an dernier dans cette clinique privée. 30% de césariennes et une explication, selon la directrice médicale, la peur du procès. Une césarienne non faite, par défaut, et toujours a posteriori, quand il s'est passé quelque chose de négatif pour l'enfant, ça c'est reprochable. Aujourd'hui, on ne reproche que très exceptionnellement une césarienne faite par excès de prudence. Des médecins qui se couvrent, souvent avec l'accord de leurs patientes, pour éviter le moindre risque. J'ai fait entièrement confiance à mon médecin, à mon gynécologue. Je lui ai dit s'il pense qu'il y a le moindre petit risque et que pour lui il faut faire une césarienne,
il n'y avait pas de problème. Résultat, les césariennes ont doublé en 20 ans pour atteindre 20% en 2007. Il n'y en avait que 11% en 1981. Certains disent alors que la césarienne permettrait parfois de planifier les naissances, de les regrouper par exemple avant le week-end. L'argument fait bondir le collège des obstétriciens qui représente la moitié de la profession. De laisser croire qu'on va regrouper les accouchements et les césariennes en fin de semaine pour avoir la paix le week-end ou pour mobiliser moins de personnel, c'est absolument faux. Tout de même, il y a cet écart considérable et troublant entre les établissements. Sur 559 maternités, le taux de césarienne varie entre 9% et plus de 43%. Alors même que l'OMS estime qu'au-delà de 25%, on n'est plus dans de la bonne médecine. Les établissements épinglés par le rapport sont majoritairement des cliniques privées. Alors, pour en avoir le cœur net, Claude Evin en appelle à l'assurance maladie. Quand on voit qu'il y a une différence de 9 à 43%, ça veut quand même dire qu'il y en a qui exagèrent. Nous demandons à l'assurance maladie de faire son travail, de contrôle, de faire son travail quant à la pertinence des actes. En attendant, la Fédération hospitalière de France insiste sur le fait que le risque de mortalité de la mère est 3,5 fois supérieur en cas de césarienne. Un chiffre pour rappeler que cet acte chirurgical n'est pas si anodin. Et un chiffre peu connu. De la chanson maintenant avec l'un des artistes français à la plus grande longévité. Discret mais populaire, Francis Cabrel, plus de 30 ans après ses débuts, a les cheveux plus courts, mais toujours la guitare en main. 9 mois après la sortie de son disque, 600 000 exemplaires vendus, il entame une tournée en France et au Canada. Christophe Hérault et Sylvain Dauba l'ont rencontré en répétition à Paris. Dans une salle vide et dans l'après-midi, quand Francis Cabrel et ses musiciens font les derniers réglages, c'est du Neil Young qu'il chante. Car Francis Cabrel a une tradition. Je chante jamais mes chansons l'après-midi en fait. Je ne pense pas avoir fait dans ma vie des chansons d'après-midi, je fais des chansons du soir. C'est des chansons pour que les lumières s'éteignent. On n'a rien gravé dans le marbre, mais j'avoue souvent y penser. Quand la nuit et le public sont venus, il y a d'autres traditions. 2 heures de concert où les dernières chansons de l'album des Rosets des Orties, vendues à 600 000 exemplaires, succèdent aux innombrables tubes. Quelqu'un a dû le vendre, s'il savait le... Un répertoire joué par des musiciens présents depuis si longtemps. Ça va faire 20 ans, oui. Moi, ça fait 23 ans, depuis l'album Photo de voyage. Ça s'appelle une fidélité, ça vient d'où? Je crois que c'est lui qui est très fidèle, c'est ce qui est précieux chez lui. Est-ce que ce monde est sérieux? Dernière tradition, la tournée, un grand tour en province, mais jamais trop de kilomètres à parcourir. Je préfère quand il n'y a pas beaucoup de kilomètres en fait. Donc il y a beaucoup de villes, c'est vrai, mais relativement proches pour que ce soit vivable. Et puis comme c'est ma dernière tournée, de toute façon, autant... Hein? C'est la dernière tournée? Ouais, de cette année, ouais. De cette année et de l'année prochaine. Alors te voilà, pour de femmes comme trouver une sarbacane. D'accord, c'est pas encore sa dernière tournée, mais quand il aura décidé d'arrêter, il ne demandera rien à personne. C'est aussi cela, la tradition de Francis Cabrel. Comme promis, on revient maintenant sur l'une des principales informations de cette journée. Ce 3e jour d'affrontements et d'émeutes en Grèce. Plusieurs villes sont encore concernées. Voici les toutes dernières images reçues il y a quelques minutes. Elles sont commentées par Bernard Lebrun. Au cœur de la capitale, Athènes, ville d'Europe de 4 millions d'habitants, un immeuble est en flammes. Il s'agirait d'un bâtiment gouvernemental, peut-être une annexe du ministère des Affaires étrangères. Partout dans les rues, des incendies et les fumées noires qui ombragent ce soir la colonnade de la célèbre Acropole. Dès la dissolution de la manifestation des étudiants, les slogans ont laissé place à la colère. Les banques sont l'une des cibles privilégiées des casseurs. Les manifestants réclamaient cet après-midi de l'argent pour l'éducation, pas pour les F-16, les nouveaux avions de chasse de l'armée grecque. Ce soir, au cœur d'Athènes, les manifestants empêchent les pompiers de faire leur travail. Le centre-ville semble pour l'instant livré aux mains des casseurs. Voilà donc pour ces situations ce soir en Grèce et notamment à Athènes. Une dernière image de football avec la bonne opération du Paris Saint-Germain qui s'est imposé hier soir face au Mans 3-1 au Parc des Princes avec un O'Haro étincelant qui a marqué 2 buts.
À 24 ans, c'est la révélation de cette saison. Il devient d'ailleurs le meilleur buteur du championnat. Le 3e but parisien a été inscrit par Louis Ndoula. Pour Le Mans, c'est Cerdan qui a marqué. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Tout de suite la météo, Tania Young, 20h50 Cold Case, affaire classée, 23h15 mots croisés avec Yves Calvi qui revient sur l'actualité politique, Sarkozy à la relance. À demain. L'info en continu, c'est aussi sur France2.fr.